Ah oui, on va parler de Heat et Good Times, parce que les deux sont intéressants à mettre en parallèle. Je n'avais jamais vu aucun Michael Mann. Je l'ai vu dans une condition assez particulière, parce que je l'ai vu en présence de Michael Mann. Et oui, j'étais à Lyon pour des raisons professionnelles, hein, purement professionnelles, lol. Et j'étais au Festival Lumière, et du coup, la cérémonie de clôture, c'était Heat en présence de lui. En présence, il est venu au début, il a fait What an honor to be here. Et il est parti. Bon, en gros, le Festival Louis Lumière, première fois que je vais à un festival de cinéma de ma vie, à part des petits festivals de petites îles courts-métrages, et j'ai trouvé ça nul à chier, désolé. Hein. J'ai vraiment la sensation que c'est vraiment des vieux blancs qui se rebranlent tous les ans, une fois de plus, sur les mêmes films qu'ils mettent en boucle. Donc du coup Heat, ça va grave là-dedans, avec les mêmes invités. En plus il y avait un truc, on s'installe dans la salle, déjà bon c'était une énorme salle horrible, c'était vraiment ça, hein. C'est un truc comme ça, donc là je me dis merde, moi je suis un nerd de fou, hein. Je me dis une salle comme ça c'est foutu, imagine qu'on soit là, le film il est niqué en fait, l'écran il est pas si grand, bon on a de la chance, on était là je crois, mais bref du coup on s'installe, il y a un truc très procédural, il y a le truc vraiment que j'aime pas dans les festivals, il y a 40 000 bénévoles, ça se voit qu'ils souffrent, ils en ont marre de rester debout à sourire à tout le monde, à dire bonjour, enfin un truc très tu sens que c'est pour faire plaisir aux vieux et aux vieilles bourgeoises, que j'en ai rien à foutre, mais bref du coup on s'installe, un abonné me reconnaît, petit flex, très content, du coup dédicace à toi, même si je pensais que c'est sur le stream parce que bah on est que 20, mais en tout cas merci. Et du coup on se dit ah putain le film dure 3 heures déjà, hein. C'est quand même bon je m'en fous de la durée des films, mais je partais avec une appréhension parce que je pensais pas aimer Michael Mann. Bon au final j'ai eu raison, même si je demandais qu'à être surpris. Et le film ne commence pas tout de suite. D'abord il y a Michael Mann qui vient sur scène à un moment donné. Genre il vient avec une musique un peu à l'ancienne et tout, un peu rock ringarde, et t'as tout le public qui se lève, tous les blancs là qui se lèvent là et qui font comme ça en rythme avec la musique, et là je te dis mais il est hors de question que je fasse ça. Mon grand-père était 3ème tête du FLN en Algérie, à Marseille pardon, je ne vais pas me lever et faire comme ça. On est où là? Genre je veux bien devenir un gouer à cause de Femme Togo, mais j'ai des limites. Et bref, ça c'est que la première étape. Donc il vient sur scène, juste il se recasse de scène avec la musique, ils le réapplaudissent, aucun sens, et après il y a le mec qui vient, qui est le président du festival, qui fait un sketch un peu macroniste, centriste, libéral, nul, en mode oui, quel plaisir de célébrer la culture, encore une fois. Bon, quelle culture il parle, bref. Et après, il y a tous les bénévoles qui montent sur scène, qui s'asseyent derrière lui, sur le sol, bizarre. Et Michael Mann revient, on réapplaudit, enfin pas moi, les gens sont en mode ouais, quel enfer. Et après, il fait un discours nul à chier où il dit à chaque fois, les réalisateurs parlent d'un mot quand ils parlent de Lyon et du festival, et je le comprends enfin, ils parlent de pureté. Et moi, je ne pensais qu'à la pureté blanche, évidemment, parce que vraiment, quand je regardais autour de moi, je voyais que des blancs, c'était étonnant. J'ai cherché, je suis allé à un festival de cinéma, évidemment, je m'attendais à quoi, moi? En plus, Louis Lumière, quoi. En plus, c'est à Lyon. Oui, les bénévoles, la résuceur, bah oui, ceux qui étaient en mode, oui, on sera évidemment là. Ah oui, il y en a un, il a dit quoi? Il a dit au président, si vous ne me voyez plus au festival chaque année, c'est que je suis mort en tant que bénévole, hein. Il a dit ça comme ça, hein, de la folie. Bref, et du coup, c'est même pas fini. Après, ils se recassent de scène, ils réapplaudissent. Et là, il y a une sorte de vidéo qui commence. Et on se dit, bon, 1 minute 30, ça va durer. C'est une petite pub, un truc comme ça. Non, c'est la rétrospective du festival. Et c'est même pas la rétrospective, c'est encore pire. Il y a une vidéo qui présente le programme du festival, sauf qu'on est dimanche. C'est-à-dire qu'il redit tout ce qui s'est passé la semaine. Mais on s'en bat les couilles en fait, genre c'est déjà passé. Et du coup ça dure 15-20 minutes, avec à chaque fois des citations ultra tièdes, horribles, quoi. Enfin c'était horrible. Et enfin le film commence, et du coup je vais enfin pouvoir en parler. Le film commence, un mec s'assied évidemment juste au début du film, pile devant moi, dans l'axe de champ de vision de l'écran, et je n'ai pas vu les sous-titres, parce qu'il faisait 2m10 ce connard. Et du coup je comprends très très vite que je vais détester le film. La première scène de braquage, je la trouve pas du tout intéressante. Je trouve qu'il y a un côté très viriliste dans les films de Michael Mann, et c'est pas un truc que je critique en soi, hein, je veux dire, je m'en fous. Un film peut être viriliste, ça peut en faire un bon film. Le problème c'est que ça n'en est pas un bon. Je fais une observation, c'est que les scènes de braquage c'est vraiment une branlette, mais littéralement. C'est-à-dire qu'en fait c'est du edging. On va faire monter la pression de plus en plus avec la musique, petit va-et-vient de plus en plus, voilà, et jusqu'à l'éjaculation qui est du coup manifestée par les armes à feu. C'est pour ça que je trouve ça très viriliste, qu'on pourrait dire oui, par n'importe quelle scène de tension, il y a une sorte de climax et tout, et ça pourrait être un orgasme féminin tiré à l'arme à feu avec un gros calibre. Il y a un truc un peu plus phallique qu'un orgasme féminin. Puis même c'est Michael Mann. On pourrait dire aussi oui, mais n'importe quelle scène de braquage est comme ça. Et du coup je vais parler juste après de Good Time des frères Safdie que j'ai adoré, pour vous montrer que pas du tout. Et bref, du coup ça commence là-dessus, ils finissent par s'enfuir. Il y a une scène de course-poursuite en voiture, voilà, qui est pas si mal filmée. Il y a un truc un peu d'ailleurs qui est repris dans les Safdie, de filmer depuis l'hélico comme si c'était un peu à la fois la caméra d'action GTA 5 et à la fois aussi en fait juste comment sont filmées les courses-poursuites aux informations aux États-Unis. Mais il y a un truc qui se passe, et que là je suis en mode ok, le film malheureusement m'a perdu dès le début. Ils arrivent à semer les flics et fin de la scène et ellipse. Alors que justement moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils ont semé les flics. Ok, après ils font quoi? Ils rentrent où? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? En fait, et du coup tout ça se répercute dans le film. C'est-à-dire que ces personnages-là, c'est juste des archétypes, que ce soit les braqueurs ou les flics, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils font de leur vie. Leur vie, c'est rentrer chez eux, être mélancolique et planifier des braquages de 8h à 23h et dormir. Bah non, je pense qu'ils sont quand même peut-être des hobbies, peut-être qu'ils font des choses, parce que c'est des êtres humains qui font des braquages. Et il en a rien à foutre de ça, Michael Mann. Il veut juste ces petits personnages pour jouer. Et dans un premier temps, ça m'a vraiment déplu, ça. Je trouve que c'était anti-réaliste, quoi. Enfin, c'est très dommage. Évincer des choses qui, moi, malheureusement, m'intéressent. Donc ça me fait chier, du coup. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie au cinéma. Donc quand tu filmes que de la mort, j'en ai rien à foutre. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son petit truc
truc viriliste de ouais allez putain la course poursuite quoi, le chat et la souris, voilà les mecs virils qui sont très bons dans leur domaine, à la fois le flic qui est trop fort mais aussi le braqueur qui a toujours un coup d'avance et du coup cette course effrénée. Les meufs dans le film c'est désolé de faire le prophète mais j'ai pas mis mon vernis sur les ongles en plus, putain dégoûté. Les meufs dans le film sont vraiment dépeintes d'une manière mais c'est une catastrophe. C'est juste à chaque fois c'est une source de problème quoi les femmes. C'est oh qu'est-ce qu'elles nous font chier. C'est pas dit comme ça mais le récit, et du coup encore une fois je reste sur Whiplash, ce que le film me dit, ce que le film me fait, ce que le film me fait c'est mettre en scène que à chaque fois que le récit s'arrête, pourtant on a une sorte de jouissance à que le film continue, à ce que la course continue, à voir jusqu'où ça va aller. Vraiment les points d'ancrage qui font que le film va s'arrêter et va frustrer le spectateur, c'est les femmes. Soit parce que la meuf elle va finir par trahir d'ailleurs son mari, soit parce que sa femme elle est un petit peu elle est dépeinte un peu comme hystérique, soit parce que carrément la fille va tenter de se suicider dans la baignoire. Et même ça c'est même pas traité de manière un peu empathique, c'est un peu traité en mode oh putain fais chier quoi, enfin j'abuse en vrai, j'abuse, mais c'est pas avec la même tendresse que Mysterious Skin en tout cas. Je trouvais ça trop bizarre et du coup j'avais noté en gros les meufs c'est des obstacles à l'amusement, parce qu'en gros le film se base sur un amusement de la course entre le mafieux et la police, et du coup les femmes c'est un frein, c'est littéralement un frein. Le film il cherche du mouvement tout le temps de l'action, et vu que les femmes elles sont statiques dans le film, vu qu'elles sont bloquées à être à la maison ou au foyer, et ben en fait c'est des freins à cette vitesse, et c'est pas forcément de traiter de manière, ça aurait été intéressant si ça avait été objectivement comme ça quoi, ni de dire que c'est bien et que c'est mal, mais que bah voilà les femmes contrebalancent de leur énergie parce qu'elles sont à cause du patriarcat cantonnées à rester chez elles, et du coup ça crée un truc. Mais là c'est pas du tout ça, et d'ailleurs la scène de fin du film qui est un peu la morale, c'est que par amour il va sacrifier sa liberté pour la meuf. On peut pas être plus équivoque que ça quoi, enfin ça dit vraiment ce que ça dit quoi. Et du coup j'avais fait ma critique: si je veux regarder des gangsters et flics misogynes parler de manière cliché et se branler pendant 3 heures, je préfère attendre la sortie de GTA 6, et même GTA 6 sera moins misogyne, GTA 6 sera plus intéressant politiquement que Hit, désolé. Puis même il y a aussi un truc de rapport à l'acteur, du coup De Niro, Al Pacino et Val Kilmer et tout, enfin il y a quand même un gros casting, mais pour moi c'est des parodies d'eux-mêmes quoi. C'est des acteurs que j'aime bien dans d'autres rôles, mais là c'est vraiment trop quoi, c'est too much. Et notamment il y a un truc qui m'a trop déplu, après c'est pas sa faute à elle malheureusement, il a casté Nathalie Portman pour faire la belle-fille de Al Pacino, donc elle est enfant à ce moment-là. Malheureusement à aucun moment du film je crois que c'est une enfant. À tout moment je me rappelle que c'est Nathalie Portman, et je suis en mode oui bah c'est Nathalie Portman, je sais ce qu'elle est devenue, et du coup je suis pas du tout je ne crois pas du tout au personnage en fait. Et du coup là je repense évidemment à Robert Bresson qui était en mode ne reprends jamais 2 fois le même acteur dans tes films, parce que forcément déjà leur jeu va être adapté à ce qu'ils étaient avant, et même le spectateur va toujours se projeter en ce qu'ils ont vu des autres films de ces personnages. Donc non, désolé, je sais pas si j'ai assez d'arguments pour vous dire que j'ai pas aimé Hit, hein. Si vous avez des arguments à m'apporter pour me contredire, n'hésitez pas, mais vraiment j'ai détesté, et c'est pas par plaisir de hate, moi je ne demande qu'à aimer les films. Mais là, je voyais pas comment je pouvais aimer ça, genre. Et par opposition, du coup, j'ai revu Good Time, qui est un de mes films préf. Je voulais réavoir un regard dessus, parce que déjà, ça me fait plaisir de le voir, et notamment en ayant vu un Michael Mann, en sachant que Benny et Josh Safdie, dont d'ailleurs 2 films vont sortir bientôt, là en novembre, un chacun, parce qu'ils sont séparés, sont des mecs qui, je sais pas s'ils se revendiquent de Michael Mann, en tout cas, ils aiment bien ses films, et tu sens beaucoup d'hommages à lui dans son cinéma, mais c'est un prolongement plutôt que juste une recopie, quoi. Il y a vraiment un truc où c'est beaucoup mieux que pour moi, Good Time. C'est leur meilleur film, déjà, pour moi, Good Time, genre, c'est le plus intéressant de ce qu'il raconte. Ça commence de manière très inspirée de Michael Mann, avec voilà, le style de musique un peu synthé, rythme rapide, gros plan, etc. Puis même les histoires de mafieux, de braquage, tout ça. Mais c'est tellement à l'opposé. La scène de début de Good Time, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, n'hésitez pas à dire encore, ça contredit tout ce que j'ai dit sur Michael Mann avant. Tout se passe dans le calme, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus subtil, il n'y a même pas d'armes à feu. Josh et Benny Safdie, quand ils font Good Time, au final ils vont totalement déviriliser les deux protagonistes qui font les braquages. Pas d'armes à feu, je sais même pas qu'ils en ont à aucun moment du film, hein, je crois qu'il n'y a pas d'armes à feu, et pas de voiture aussi. C'est aussi, comme j'ai dit, il y a le mouvement, il y a le truc vraiment de, voilà quoi, l'action, la vitesse, vraiment le truc un peu viril de la vitesse dans Hit. Good Time, pas du tout. Ils font leur braquage, ils se barrent à pied en courant, bon, ils montent dans un taxi, au final ça pète, ils vont même pas dans ce taxi là, et ils se courent à pied, ils sont complètement goofy, ils sont ridicules. Et en plus, déjà la manière de filmer, là où elle est juste accessoire dans Hit, ou en mode ça rappelle les infos, là elle est vraiment ancrée dans quelque chose, parce qu'il y a aussi une scène, en gros dès qu'il est en voiture, c'est vraiment filmé de dessus, comme s'il était tout le temps recherché par la police, et qu'il y avait vraiment ce plan sur à l'hélico quoi. Mais là où du coup c'est pas juste accessoire cette manière de filmer, c'est qu'en fait c'est mis en parallèle avec les vraies images, notamment il y a une scène où il est hébergé par des gens, il se met devant la télé avec une meuf, et il voit une émission américaine, enfin états-unienne pardon, où en gros ça parle de faits divers et ça filme des arrestations de police un peu comme on peut avoir en France, genre un truc en gros immersion dans la police, sauf que là c'est beaucoup plus gore quoi. Il filme vraiment une meuf qui a un couteau planté dans le ventre, et ça interroge sur ce rapport au spectateur quoi, que les images paraissent beaucoup plus chocs parce qu'elles sont réelles en fait, et du coup dans le film comme il se sert de ça, les images sont aussi chocs, surtout vers la fin. Ça montre aussi un truc sur voilà quoi, la société états-unienne et sa soif un peu de vengeance, de voir des gens souffrir, un truc un peu bizarre quoi, un peu sadique. Je disais Hit, les personnages sont juste des personnages, là les personnages sont vraiment des humains, ils existent, ils sont ancrés dans un contexte social, dans un rapport, et du coup
coup, par exemple, quand son frère handicapé se fait arrêter dès le début du film, qui est joué du coup par Benny Safdie, quand il se fait arrêter, il se retrouve en garde à vue, en prison, et on voit en quelques plans, en quelques dialogues discrets, les conditions d'emprisonnement aux USA. À un moment donné, il y a un mec qui est en mode ça fait 4 jours que je suis là, donc ça veut dire qu'ils en ont plus rien à foutre. T'as un flic qui arrive, qui gasse tout le monde à vue. Tu vois qu'en fait, tous les détenus sont déshumanisés, qu'en plus, en grande majorité, c'est des Renois, donc ça dit aussi quelque chose. C'est exceptionnel, quoi. Genre, sur le racisme aussi, il y a une scène trop bien. Enfin, trop bien. C'est pas trop bien le racisme. En tout cas, la scène est ultra pertinente et c'est la scène où, en gros, il casse la gueule à un mec qui s'occupe de la sécurité. Le mec, c'est un Somalien. Il s'occupe de la sécurité d'un parc d'attraction. Il rentre par effraction. Il lui casse la gueule. Il lui vole ses vêtements pour faire croire que c'est lui. La police arrive et la police se pose pas de questions. Elle est en mode, et là, c'est un blanc face à moi et il y a un Renois au sol qui a l'air d'un crackhead. Et ben, on va arrêter le Renois, en fait. Donc, il y a un truc vraiment de préjugé raciste de la police. Sans pour autant que ce soit un comportement individuel, parce que c'est un truc qui est ancré, quoi. Donc c'est hyper intelligent, quoi. Pour Heat, ce que j'aimais pas, c'est que les braqueurs, on dirait que c'est des mecs, ils sont comme ça tout le long, et puis à un moment ils font je vais faire des braquages, je vais planifier mon braquage, je vais dormir. Enfin, ça a aucun sens, c'est comme s'ils avaient pas de vie à côté. Là oui, tu vois qu'il y a une vie à côté, qu'il y a une vie avant, déjà rien que par le fait d'amener un personnage qui est handicapé, en fait, qui est le frère de Robert Pattinson, ça le crée dans une altérité intéressante. Il y a des trucs ultra précis sociologiquement, mais qui, pareil, c'est pas un truc sur lequel on met l'emphase, c'est ultra subtil mais magnifique. Il se fait héberger chez des personnes qui étaient à l'hôpital avec lui pour une nuit, en gros, Robert Pattinson, et genre la meuf elle est ultra gentille et tout, c'est des Renois en plus, donc tu vois vraiment la misère, la ségrégation, puis c'est à New York et tout, qui est toujours un peu en place là-bas. Il y a un truc ultra précis, c'est qu'en gros il est en mode est-ce que je peux mettre dans une chambre mon frère qui sort de l'hôpital parce qu'il faut qu'il se repose, et elle fait ah oui tenez, il y a cette pièce qui est vide, il y a pas de lumière mais il y a la télé. Je sais pas, je trouve ça tellement con, mais c'est ultra précis. Et du coup, t'as un plan où c'est la télé, c'est la neige de la télé qu'elle allume, qui éclaire la pièce parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que c'est la misère, en fait. Et sans pour autant montrer une misère caricaturale. La misère, ça peut aussi être ça. Mais la misère, ça peut aussi être avoir un toit et juste devoir faire avec tous les problèmes qu'un logement peut apporter quand il est insalubre, quoi. Et du coup, ça, c'est super précis, quoi. Pareil, à un moment, la mamie, du coup, après l'avoir accueillie, elle est en mode bon, voilà, je vais dormir, je prends mes somnifères, je commence dans 6 heures. Elle est partie de l'hôpital, il est genre 1h du mat, elle travaille à 6 heures le lendemain, quoi. C'est le truc sans pour autant être misérabiliste qui montre à quel point c'est dur, quoi. Et je m'attendais. Et du coup, voilà, il y a aussi un truc, en fait, ça fait 4 fois que je dis ça, mais j'adore ça dans le cinéma, il n'y a pas de jugement moral du personnage. C'est un connard, ce mec là, Robert Pattinson. Genre vraiment, il fait n'importe quoi. Genre, c'est un connard avec sa meuf, il lui met la pression pour qu'elle lui paye des trucs, il va groomer une meuf, genre, il est trop bizarre, et il profite de l'hospitalité des gens, mais c'est toi qui te le dis, en fait, c'est pas le film qui va mettre l'emphase là-dessus, et c'est grave intéressant. Même t'as ce truc aussi, il finit par prendre en fait un des plots un des plot twists du film, c'est qu'en fait il prend son frère à l'hôpital. Au final c'était pas son frère parce qu'il avait une sorte de truc sur le visage qui cachait son visage, et on pourrait être en mode ça va être un buddy movie, au final ils vont faire un truc ensemble, ils vont finir par s'apprécier. Non, c'est des fils de pute jusqu'à la fin, les uns avec les autres, ils se détestent parce que c'est des mecs qui sont détruits par la vie, l'un qui allait en tôle, l'autre aussi d'ailleurs, ils sont accros à la drogue, enfin voilà, quoi. Donc il y a pas ce truc de vouloir faire un truc lisse. Une scène intéressante à la fin, c'est que, comme je l'ai dit, du coup le frère de Pattinson dans le film est handicapé, donc il se fait incarcérer par la police au début. Au final, du coup, il n'arrive pas à s'enfuir, et il se fait à la fin il est dans un centre pour handicapés, on va dire, quoi, enfin un centre un truc un peu de soins pour handicapés, et il y a un peu une critique de ça, une critique que ces centres-là, après ils font bien, et souvent en plus c'est des trucs un peu associatifs et tout, donc c'est pas pour critiquer non plus, mais c'est pour dire que peut-être que c'est illogique. Donc ça amène un questionnement sur est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses de mettre que des handicapés entre eux, les résumer à leur handicap, les déshumaniser, les infantiliser, en plus que les exercices qu'on va leur faire en général c'est des trucs comme si c'était des enfants de 6 ans, alors qu'en fait il y a plein de manières d'être handicapé, tu peux avoir des retards mentaux mais pas forcément, et même c'est pas grave, je suis en train d'hierarchiser et tout, mais en tout cas je veux dire, c'est complètement con de mettre un autiste dans la même pièce que je sais pas, quelqu'un qui est atteint de trisomie, parce que tous les deux sont handicapés, et que forcément ils sont handicapés, ils vont s'entendre. Et du coup il y a une réplique dans le film qui est grave intéressante, c'est que quand du coup Nick, le frère de Pattinson, qui donc est handicapé, arrive dans la pièce, il en dit je suis pas bien, en fait je connais personne ici. Sous-entendu, en fait ça a beau être quelqu'un qui est atteint de handicap, c'est une personne normale qui peut avoir des amis et qui ne doit pas être cantonné à rester dans une pièce avec juste des handicapés. Et c'est pareil pour tous ceux, en fait, c'est des êtres humains, quoi, pour tous les autres. Du coup je trouvais ça grave intéressant là-dessus, quoi. En fait voilà, on les résume à leur handicap à la fin, et c'est un peu triste. J'avais un oncle qui était handicapé mais que j'ai très peu connu quand j'étais petit, et j'ai pu un peu voir ça parce que je lui rendais visite souvent avec ma daronne quand j'étais plus jeune, dans les centres dans lesquels il était. Après lui il était handicapé moteur, genre il avait du mal à parler et tout, et physiquement aussi il était très touché par son handicap, mais même, je veux dire, il y avait quand même un truc, ça dépend des personnels et des politiques des établissements, mais il y a un truc quand même vraiment déshumanisant, quoi. Après c'est pas pour critiquer, hein, évidemment c'est un métier qui est ultra dur, et je veux dire le vrai problème, encore une fois, il est structurel, hein, faut le rappeler toujours, c'est le fait que l'État, pour parler de la France, est en train de sacrifier de plus en plus de moyens, et du coup il laisse plus le choix à ces établissements là, et qu'ils doivent faire comme ils peuvent. Mais moi je suis ultra admiratif des personnes qui sont aides-soignantes et qui font ces trucs comme ça, enfin c'est ultra touchant, mais ça serait tellement plus productif entre guillemets, et pas au sens capitaliste, de pouvoir faire des choses qui dépassent, mais malheureusement
c'est plus important de mettre des milliards dans l'armée. En gros, au final, tu soutiens qu'un cinéma plus ancré dans la vie est meilleur qu'un autre, peut-être plus dans l'imaginaire. Pourquoi tu fais une séparation entre vie et imaginaire? Moi, je fais une séparation entre vie et mort. C'est-à-dire que Xavier Dolan, pour moi, quand il filme et qu'il pose sa caméra et qu'il abstrait toute la vie dans son tournage pour qu'il y ait que ce qu'il veut qui rentre dedans, il filme de la mort. Kubrick, pareil. Mann aussi, du coup, parce qu'il est totalement en contrôle sur son œuvre. Par contre, David Lynch, qui est quand même qui parle beaucoup de surréalisme, qui a beaucoup d'imaginaire, de rêve, d'onirique, c'est quelqu'un qui se laisse porter par la vie, qui reçoit des idées, qui pense que c'est juste un vaisseau. Et par contre, du coup, même s'il n'est pas naturaliste, mais qu'il n'est pas ultra réaliste, parce qu'il parle de thèmes un peu plus surréalistes, ça n'empêche qu'il montre de la vie. Bon bref, Good Time, excellent film que je vous conseille, qui est très rapide, il dure 1h40.